Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. 2 blessés, dont un grave et des dégâts matériels. C'est le bilan de l'effondrement d'un immeuble R+2 ce mercredi à Dekungbe. Vous aurez les images dans un instant. Nomination des douaniers et vice-douaniers dans les universités publiques du Bénin. C'est l'une des décisions du Conseil des ministres tenues ce mercredi. Et puis, dans la gestion d'un éventuel contentieux électoral, la Cour constitutionnelle saura-t-elle être impartiale quand on sait qu'elle est dirigée par un ancien ministre du pouvoir en place? Vous suivrez l'avis de quelques analystes dans ce journal. Bienvenue à tous et à toutes. Effondrement d'un immeuble R+2 à Dekungbe, 2 blessés, à savoir un grave et un léger, des dégâts matériels dont une moto endommagée. Tel est le bilan d'un immeuble. À Dekungbe, il sonnait 11h30 environ quand un immeuble R+2 aux dimensions 16 mètres x 6 mètres en chantier dont les travaux ont été abandonnés il y a 2 mois s'est effondré au quartier Dekungbe suivant. D'entrée, c'est un bâtiment de type R+2 en chantier. Nous étions ici lorsque par le biais du CA Léon Pobli, l'information nous est parvenue. Nous avons vu un bâtiment en chantier, mais qui ne répond pas du tout aux normes. Du tout pas aux normes. Sans être technicien, à vue d'œil, lorsque vous voyez la qualité des travaux, c'est à la limite criminelle. C'est une maison qui habite au moins 10 vies humaines. Vous imaginez, 10 vies humaines. On nous a expliqué par miracle comment tout le monde avait évacué la maison, les enfants étaient à l'école, vous allez voir, il y a une école tout juste à côté, tous les enfants étaient en classe, et il restait 2 personnes, leur maman en question, un locataire, plus un jeune homme qui a 6 enfants. C'est 10 heures quelques, ils ont remarqué que le bâtiment a cédé. On n'a pas vu le propriétaire lui-même. Sous réserve des recherches par la police républicaine, on nous a donné un nom, un certain Egbemikon Spero, qui serait un entrepreneur, un technicien, sur quoi, et que la maison lui appartenait. Voilà un peu. On remercie le bon Dieu. Il n'a pas de perte en vie humaine. Moi, je suis venu fouiller dans les archives. Il me semble que la maison était déjà, le chantier a déjà été interpellé. Donc, normalement, c'est quelqu'un qui ne devait même pas continuer. J'ai fouillé, qui ne devait pas continuer les travaux. Mais les agents que j'envoie sur le terrain ont déjà dit qu'il a été déjà interpellé une fois. Donc rapidement, vous allez voir que nous avons posé la banderole pour signifier que le chantier est arrêté définitivement d'abord. Nous avons en même temps délivré une invitation à l'intéressé, une convocation par la police républicaine pour qu'il puisse se présenter, pour qu'on puisse faire les constats et les contre-expertises pour pouvoir situer les responsabilités à chaque niveau. On devait le faire rapidement avant de... Vous avez vu que le bâtiment, une partie est sur la voie. On doit le faire avant de dégager tout ce qui est là. Sous la présidence effective du chef de l'État, le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 30 janvier 2019. Plusieurs décisions ont été prises au cours de ce rendez-vous hebdomadaire des ministres, entre autres, renouvellement des instances de gouvernance des unités de formation et de recherche des universités publiques du Bénin,
prorogation du mandat des élus consulaires des chambres interdépartementales de métiers et de l'Union des chambres interdépartementales de métiers du Bénin, fixation des prix des produits pétroliers pour le mois de février 2019 et plusieurs nominations ont été prononcées. Au titre des mesures normatives, renouvellement des instances de gouvernance des unités de formation et de recherche des universités publiques du Bénin. Lors de sa séance du 20 septembre 2018, le Conseil des ministres avait décidé de maintenir en place à titre transitoire les responsables d'unités de formation et de recherche UFR dont les mandats arrivaient à terme en décembre 2018. Mais le fonctionnement de ces unités de formation et de recherche est aujourd'hui compromis par le fait que les responsables actuels n'ont plus la légitimité pour assurer la gestion de leurs entités respectives. Or, le mandat des intéressés étant de 3 ans, procéder à des élections alors même qu'il appartient au Conseil national de l'éducation de définir les nouvelles modalités de gouvernance de l'éducation en général et de l'enseignement supérieur en particulier, compromettrait la réforme. C'est pourquoi, en attendant l'aboutissement du processus déjà engagé de l'élection et ou de la désignation des membres du Conseil national de l'éducation, le Conseil des ministres a adopté le décret portant nomination des doyens, vice-doyens, directeurs et directeurs adjoints des unités de formation et de recherche des universités publiques du Bénin. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de prêt signé avec la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO dans le cadre du financement du projet de construction, de renforcement et de réhabilitation de 44 adductions d'eau villageoise en République du Bénin. Cet accord de prêt d'un montant de 23 milliards 735 millions de francs CFA vient conforter la mobilisation des ressources financières au profit du programme d'accès universel à l'eau potable d'ici à l'an 2021. Le dit programme vise à améliorer notablement l'accès des populations à l'eau potable en milieu rural par la construction de nouveaux systèmes d'adduction d'eau, le renforcement, la réhabilitation et l'extension des infrastructures existantes. Ainsi, 37 nouvelles adductions d'eau villageoises seront construites, 7 anciennes adductions d'eau villageoises réhabilitées et agrandies et des branchements particuliers domestiques pour l'alimentation en eau potable effectués. Au terme du projet, 224 000 nouveaux bénéficiaires seront alimentés en eau potable dans plusieurs communes de notre pays. Les ministres concernés sont instruits d'accomplir toutes les diligences nécessaires en vue de l'entrée en vigueur du prêt et de l'exécution efficiente du projet. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de prêt signé avec la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO dans le cadre du financement du projet d'électrification rurale de 100 localités par le réseau centralisé en République du Bénin. Dans le cadre des élections législatives d'avril 2019, la Cour constitutionnelle aura peut-être à faire face à un éventuel contentieux électoral si l'on sait que cette institution est présidée par un ancien ministre du gouvernement. Peut-on espérer des décisions impartiales dans la gestion de contentieux électoral au cas où il surviendrait? Nous avons recueilli à ce propos les avis de quelques analystes politiques que je vous invite à suivre. Définie comme l'opération qui vise à régler les litiges mettant en cause la régularité des processus électoraux et susceptible d'être soumis aux juridictions compétentes, le contentieux électoral est géré par la Cour constitutionnelle au Bénin. Une institution présidée aujourd'hui par un proche du président de la République, Patrice Talon, pour avoir été son avocat, son homme de main pendant la précédente présidentielle, puis son ministre de la Justice. Il s'agit de Maître Joseph Djogbeno. Cette proximité, ajoutée à un code électoral à polémique, doublée de la participation aux législatives de plusieurs blocs pro-gouvernementaux, suscite des spéculations sur l'impartialité de la Cour constitutionnelle dans la gestion d'un probable contentieux électoral.
Pour Souleymane Koto-Yerima, acteur de la société civile, et Raoul Roussounou, journaliste politique, la Cour Djokbenou a un rendez-vous avec l'histoire et devra jouer son rôle conformément aux tests de la République. Le professeur Joseph Djokbenou, président de la Cour constitutionnelle, doit pouvoir jouer le rôle qui est le sien pour que nous ayons l'apaisement nécessaire. Et jouer le rôle qui est le sien, c'est d'abord veiller à ce que ce soit le droit qui soit dit, que ce soit les tests qu'on a prévus qui soient vraiment appliqués lors des décisions qu'ils vont prendre. Et lorsque nous parlons des tests qui sont là aujourd'hui, c'est le code électoral. Puisque c'est ça qui définit la matière électorale, le travail qu'ils auront à faire, c'est à travers ce code électoral-là. Leur interprétation ne doit pas être objet de subjectivité. Ils doivent veiller à ce que l'analyse juridique qui doit être faite des différents articles de ces tests-là puisse être les plus objectifs possibles, de sorte à ce que les décisions qui sortent au terme du contentieux électoral soient des décisions acceptées. Parce que s'il ne veille pas à ce que ça soit ça, s'il laisse la subjectivité prendre le pas, s'il laisse les anciennes relations qu'il avait avec le pouvoir en place prendre le dessus, le risque qu'on encourt, c'est qu'on n'ait plus de république. Dame Concession Awensou, qui a été présidente de la Cour constitutionnelle, l'une des femmes quand même qui ont marqué l'histoire de cette institution, elle a été ministre de Kérékou avant d'être présidente de la Cour constitutionnelle. Donc c'est pour dire, c'est pas la personne de Djokbenou qui gérera le contentieux électoral, c'est une institution. Et je crois que nous sommes en démocratie et le respect de nos institutions, c'est ça d'abord qui est la base de notre démocratie. La Cour constitutionnelle a donc un grand défi à relever. S'il loupe le coche actuellement, c'est que l'ensemble du processus par la suite va être entaché et leur crédibilité sera mise en œuvre. Ils doivent veiller à ce que les influences extérieures qu'ils vont recevoir, les pressions qui peuvent venir du sommet de la République soient évitées au maximum de manière à ce que les décisions soient les décisions acceptées. Il n'a pas à faire autre chose. Nous, on lui demande qu'il nous applique la loi. Le reste, il peut avoir des difficultés avec ses relations particulières avec les uns et les autres, mais il aurait au moins appliqué la loi et sauvegarder la paix au niveau de notre pays. Moi, je crois parce que c'est des personnalités d'un certain niveau quand même, qui ont un sens républicain qui ont été choisis. Il y a eu des décisions de cette Cour qui n'ont pas été en faveur. Oui, des décisions de cette Cour qui n'ont pas été en faveur de ce pouvoir-là. Donc, moi, je crois que le travail se fera. Et s'il est ainsi fait, la Cour Djokbenou maintiendra le Bénin sur la liste des grandes démocraties en Afrique et dans le monde. Parlons toujours des législatives du 28 avril prochain. Ces échéances sont régies par des dispositions légales que le législateur a instaurées afin d'organiser les élections. Quelles sont alors les sanctions prévues en cas de violation des dispositions légales et qui est habilité à exercer l'action répressive? Suivez les explications de Landry Adelacon. Il est juriste. Oui, généralement, c'est le procureur de la République qui peut s'auto-saisir de la violation qu'il aurait constatée. Mais également, le code électoral permet à tout électeur, c'est-à-dire quoi, tout citoyen qui a la capacité déjà d'élire, de voter, de remplir ce droit constitutionnel. De façon générale, la sanction va de 1 an à 2 ans d'emprisonnement avec une amende allant de 500 000 francs à 1 million. Ça, c'est pour les questions de violation d'ordre général. Maintenant, il y a d'autres violations quand on interdit déjà l'utilisation des moyens de l'État, quand on interdit l'utilisation des moyens des personnes publiques, des organismes publics, des structures de l'État, quand on interdit, par exemple, l'utilisation des affiches et autres. Donc, dans ces cas, la sanction n'est pas toujours la même, mais il faut dire que la sanction part également de 1 an à 2 ans en ce qui concerne les questions d'emprisonnement. Mais en ce qui concerne l'amende, là, il faut dire que là, nous allons de 1 million à 5 millions. L'opposition béninoise affrontera les législatives avec 2 blocs, l'USL et les FCBE. Une décision diversement appréciée par les citoyens béninois. On écoute quelques-uns au micro de Carole Oulaye et Fréjus Fiossi. C'est la bonne option, ça. C'est la bonne option. C'est ça là, cette option de l'opposition de prendre 2 blocs qui règle la question de l'article 242. C'est ça qui règle. Parce que l'article est clair.
quand on n'aura pas 4 listes ayant obtenu 10% au plan national, alors là, les autres blocs qui n'ayant pas obtenu 10% peuvent aller à la compétition de l'attribution des sièges. Maintenant, si l'opposition gagne les 2 blocs et que la mouvance aussi gagne les 2 blocs, ce qui est sûr, les 4 blocs là auront les 10%. Donc ça veut dire que la loi qu'eux-mêmes ont votée, le piège qu'ils ont mis dedans, ils tombent allègrement dedans. Et c'est ça la politique. Si nous prenons le bloc, le bloc des opposants, c'est que le peuple comprend aujourd'hui qu'il veut s'unir pour détruire l'avenir du pays. Donc, à cet effet, moi, ce que j'ai à dire tout simplement, c'est que leur bloc ne vont pas les avantager. Parce que pourquoi? Parce que s'ils faisaient un bloc, il faut avoir 10% sur le plan national. On ne veut plus voir aujourd'hui le député d'une seule région. Même ceux-là même qui ont voté cette loi ne maîtrisent pas cette loi. Donc l'opposition a compris la stratégie et a décidé de faire 2 blocs, FCBE et USL, pour contrecarrer toutes les vigilances, toutes les ruses, toute la rage de cette rupture pour pouvoir, je vous en prie, redorer le blason de notre Assemblée nationale qui n'a pas joué franchement le rôle que notre Constitution lui a dévolu. C'est vrai, ils ne vont pas faire piètre figure. Ils ne vont pas faire piètre figure, mais c'est mieux pour eux de faire un bloc. Parce qu'eux-mêmes, ils ont étudié sur le terrain, ils ont vu que c'est un bloc qui les arrange. Mais pour les problèmes de positionnement, de logo, en tout cas, il n'y a pas eu de concessions. Les gens n'ont pas voulu faire des concessions. Et c'est ça, ils vont en 2 blocs, mais malgré eux. C'est malgré eux. Parce que ceux qui sont en face, attention, ce n'est pas des moindres. Ces mouvanciers, ils sont bien assis et ils sont sur le terrain. Eux, ils travaillent déjà depuis. Mais ceux-là, ils sont en train de tergiverser. Si l'opposition est en train d'envisager une liste unique, moi, je savais en connaître que ça ne marchera pas. Parce qu'avec une code, que les initiateurs de ce code même ne comprennent pas ce qu'ils ont voté, ce qu'ils ont en face comme code. Donc l'opposition ne peut même pas avoir une liste. Parce que le code qui dit 10%, et le code qui dit encore que s'il y a 4 blocs, donc on ne peut plus appliquer les 10%. Donc avec ces gymnastiques de français, moi je vois que l'opposition doit aller jusqu'à 2 blocs. Moi je suis pour ces 2 blocs. Pour combler le vide entre la formation traditionnelle ouverte à tous et la formation professionnelle par apprentissage à exigence élevée, l'État a instauré en 2013 le certificat de qualification CQM dans la majorité des départements. Il s'agit d'un diplôme délivré aux apprentis au terme d'un apprentissage qui se veut améliorer ou rénover. À ce jour, certains patrons continuent de délivrer les diplômes ou attestations traditionnelles. Quelles sont alors les sanctions en cas de non-respect de cette réforme qui peut sanctionner? Léonard Agbofoun, président du collectif des artisans de la commune d'Abomey-Calavi, nous donne plus de précisions. Un examen national, le certificat de qualification au métier. Ce diplôme est donné par la DEC, c'est un examen national et il y a 2 composants, nous avons le comité professionnel et le comité d'organisation. Le comité professionnel, c'est le directeur de DEDEPS qui est le président du comité professionnel. Les maires sont les vice-présidents de ce comité. Donc chaque maire de sa commune est vice-président du comité professionnel. Et par rapport à ça, nous avons vu qu'il y a certains patrons qui ne veulent pas se conformer à la loi. Et également, nous avons constaté qu'il y a des parents d'apprentis qui sont complices aussi. Si les sanctions doivent tomber, ça doit tomber du haut. C'est déjà la mairie qui doit nous aider dans le renforcement. Si déjà nous constatons, ou bien les gens nous appellent qu'il y a de ces diplômes qui s'organisent, il faut que la mairie nous assiste. Si nous téléphonons la mairie, par exemple,
La mairie peut dire, ah, appelez le commissaire, ou bien la mairie dit, allez voir le commissaire et faites telle démarche et allez surseoir à ces diplômes. Au carrefour abattoir dans la ville de Cotonou, la population vit dans un milieu insalubre, une situation qui a des conséquences au plan sanitaire et qui peine à trouver des solutions malgré les nombreuses dénonciations et appels lancés par les riverains à l'endroit de la mairie de Cotonou. Carole Olaye et Denis Marouya sont allés faire le constat. Carrefour abattoir, premier carrefour de Cotonou, ville vitrine du Bénin en venant de la commune de Semenkodji. Ici, à côté de ce grand immeuble qui attire l'attention, un phénomène ne passe pas inaperçu. Un dépotoir sauvage naissant, situé non loin d'une école et de quelques activités commerciales. Pour les vendeuses et le chef quartier Finagnon, cette insalubrité est due à la mauvaise foi des habitants du quartier qui viennent nuitamment y jeter les ordures ménagères. Moi, je vends ici et quand même, tous les samedis, on balaye ici, tous les samedis. Maintenant, là, si on refuse de ne pas jeter les tas d'ordures ici, là, ils viennent jeter ici. Alors qu'il y a école là, les enfants viennent à l'école là, ce ne sont pas bons. Les mesures que nous prenons pour sécuriser l'endroit là, les gens la nuit viennent déposer des ordures. C'est dû à plusieurs raisons. Premièrement, vous savez, il y a le point de dépotoir où on devait accueillir les ordures ménagères sorties des maisons, ramassées par les ONG. Donc à un moment donné, les ONG sont devenues pratiquement, je sais pas moi, sont défaillantes. Je dis ça tel qu'il est, sont défaillantes et c'est bien que les ordures ne sont pas souvent ramassées. Que ce soit le chef quartier et moi-même, nous prenons les secrétaires publics et ils font gongossement pour dire de ne pas verser les ordures là. Parce que d'abord, ça nous rend malades nous-mêmes d'abord, n'est-ce pas? Mais vous savez ce que ça vaut au Bénin aujourd'hui. Ce domaine, autrefois occupé par des chauffeurs qui venaient garer leurs véhicules, était entretenu par ces derniers. Mais depuis qu'ils ont été conviés à déserter les lieux, l'espace est sans entretien et végète dans la malpropreté. Avant, c'était nous qui travaillions ici, on ramasse les ordures. Chaque samedi, on fait le travail. Quand le Tobola est arrivé, il nous a chassés du terrain et nous sommes obligés de rentrer dans l'avant pour garer nos bâchers. De là, nous on a laissé, parce que quand nous on était là, personne ne vient verser les ordures ici. Il est vrai qu'avant, il y avait la campagne d'instabilité que moi-même je présidais. Mais à un moment donné, on a baissé les bras et puis le quartier devient comme ça. C'est ici que devait être construit le marché de Finagnon. Mais depuis 2002 et après la réalisation de quelques études, ce projet est resté dans l'oubli. Mais dès lors que l'État aussi a pris ça en charge et que l'endroit est sécurisé, je crois que si même on n'était pas prêt, à mon avis, si on n'était pas prêt pour construire le marché, c'est qu'on doit mettre un certain nombre de sécurité autour. Les forces que nous avons au niveau du conseil local ne suffisaient pratiquement plus pour sécuriser ça. C'est pas si on n'a pas les moyens de recruter des gardiens pour pouvoir sécuriser la zone. Exaspérés par l'état insalubre des lieux, certains habitants en appellent aux autorités à divers niveaux de la mairie de Cotonou. Actualité hors du Bénin à présent, environ 5 personnes ont participé mardi à Kinshasa à une messe à la mémoire des personnes ayant trouvé la mort lors des marches anti-Kabila de fin 2017-2018 à l'appel d'un collectif catholique qui, à l'occasion, a invité le président Félix Tshisekedi à réorganiser la commission électorale Sénat de la République démocratique du Congo. Les noms des 15 personnes tuées pendant la répression des 3 marches ont été cités et la mémoire d'autres disparus et victimes anonymes évoquées. Les membres des familles des victimes ont été longuement acclamés par l'assistance. Au-delà de l'opacité à la base de la controverse sur l'absence de la vérité des urnes, les Congolais ont au moins vécu l'expérience inédite de la passation du pouvoir entre un ancien et un nouveau président de la République. Les insuffisances constatées dans ce processus ont été surtout le fait d'une CENI qui n'a été ni neutre ni indépendante. Il est alors impérieux pour le nouveau pouvoir de réorganiser au plus vite cette institution d'importance stratégique.
Prions pour que les sacrifices suprêmes de nos compatriotes et tous les héros dans l'ombre qui donnent leur vie pour que nous menions une existence digne et décente pour nous. Les Nations Unies et les responsables gouvernementaux lancent la stratégie d'intervention humanitaire 2019-2021 pour la région du nord-est du Nigeria et pour les pays voisins du Cameroun, du Tchad et du Niger. L'ONU lance un appel en faveur d'un soutien humanitaire durable dans le contexte de la recrudescence des conflits et des déplacements de population dans la région. Ce conflit a imposé des souffrances indicibles à des millions de personnes, dont des femmes, des enfants. Dans un climat d'insécurité et d'impunité totale, les violences des droits de l'homme, y compris les violences sexuelles et sexistes, sont systématiquement commises et des communautés sont détruites, avec un impact négatif net sur le développement. Cette année, l'objectif est de venir en aide à 6,2 millions de personnes dans les États de Borno, Adamawa et Yobe, avec un appel de 848 millions de dollars. Dans les chiffres de déplacement, on compte environ 2,5 millions de personnes qui sont déplacées, qui ont perdu leur maison, qui ne peuvent pas continuer leur vie. 1,9 million de personnes déplacées à l'intérieur du Nigeria dans le nord-est, environ un demi-million au Cameroun. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.